Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Flegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Potichat, Potichat et Potichat. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 10e épisode d'Animedia. Ouais, déjà, le temps passe sacrément vite quand on s'amuse. Enchaînement rapide d'épisodes pour cette fois-ci, actu oblige. D'ailleurs, les 3 films dont j'ai parlé dans mes 3 derniers épisodes sont encore à l'affiche. Alors visiblement, autant pour le robot sauvage, ça se passe bien, qui a largement dépassé la barre des 1 200 000 entrées en France à l'heure où j'enregistre. Pour Sauvage et pour Transformers le commencement, c'est un peu plus compliqué. Donc allez-y, n'hésitez pas, donnez-leur une chance. Et ensuite, allez écouter les épisodes et profitez-en bien sûr pendant que vous y êtes pour vous abonner à Animedia, pour liker, pour partager. Bien évidemment, je vous en serai reconnaissant. Parlez-en autour de vous, ça me fera plaisir. Au programme donc de ce 10e épisode, une autre sortie récente qui a fait pas mal sensation dans le petit milieu des festivals et notamment à Annecy. On va parler de Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau de Zint Zilbalodis. Je vous rappelle, avant de lancer la bande-annonce, la structure de ce podcast. On va commencer par une partie critique où je donnerai mon avis en plusieurs points sur le film. On enchaînera avec la partie mise en contexte où je parlerai notamment un petit peu plus de Zint Zilbalodis. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce nom trop de fois dans cet épisode pour ne pas l'écorcher. On parlera donc, j'y arrive, à sa méthode de travail. On enchaînera avec la question rituelle de tout épisode d'Animedia, mais c'est pour qui Flo? Et enfin, on lui décernera une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement du cinéma d'animation dans une liste disponible sur le compte Letterboxd XD d'Animedia. Allez, c'est parti, on se jette à l'eau. Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un chien beaucoup trop enjoué, un capybara narcoleptique, un lémurien kleptomane et un étrange volatile géant. Mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, est sorti le 30 octobre 2024 en France. Il est réalisé par Zint Zilbalodis, écrit par Zint Zilbalodis et Mathis Casa. C'est le 2e long métrage de Zilbalodis après Ailleurs, sorti en septembre 2020, qui était déjà une sorte d'épopée onirique muette avec un jeune garçon à la place d'un chat qu'il avait réalisé tout seul. Le film vous a sans doute échappé, c'était mon cas, rassurez-vous. Septembre 2020, c'était l'époque où on commençait tout juste à revenir au cinéma, pas la meilleure époque donc. Flo est produit quant à lui par Dreamwell Studio, Tech5 et Sacrebleu Productions, distribué en France par UFO Distribution. Le film a été animé entièrement via Blender, un logiciel libre de modélisation, animation et rendu 3D par ordinateur. Je reviendrai un petit peu plus longuement là-dessus dans la deuxième partie. Flo a été présenté en avant-première en mai de cette année au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, puis à Annecy, au Festival international du film d'animation, où il a reçu 4 prix. Le prix du jury, le prix du public, le prix de la Fondation Gann à la diffusion et celui de la meilleure musique originale. Je l'avais raté à l'époque, j'en avais parlé dans un de mes épisodes à Annecy, j'avais pas réussi à me lever suffisamment tôt pour être à l'heure à la séance et de toute façon je m'étais planté de cinéma.
Comme je l'ai fait dans mes précédents épisodes, je vais être assez direct. Flow, c'est ma plus belle surprise de cette année 2024. Surprise de manière un peu paradoxale parce que je l'attendais à cause d'Annecy, grâce à Annecy justement, où il avait été largement plébiscité. Je n'avais pas vu de bande-annonce, je me contentais du même screenshot qui tournait en boucle. J'avais bien compris que c'était une histoire de chat dans un monde plus ou moins post-apocalyptique. Mais je m'étais assez préservé pour ce qui était du reste du film, tout en le mettant clairement sur mes radars. Donc quand j'ai vu qu'il passait début septembre en avant-première grâce au réseau UGC, j'ai sauté sur l'occasion, j'y suis allé tout de suite. Donc là, ça fait 2 mois que je l'ai vu, 2 mois que j'attends vraiment de vous en parler, ou j'attends la sortie avec impatience. Je ne connaissais rien du film, donc ou presque, et vraiment ça a été un énorme choc à peu près tous les niveaux, notamment artistique, parce que je trouve que c'est un film, et ça c'est de plus en plus rare, qui ose prendre des risques sur à peu près tout ce qu'il entreprend, et ça fonctionne quasiment à chaque fois. Bon, je suis très enthousiaste avec le film, mais par où est-ce que je commence? C'est presque le plus difficile. Je vais aller sur ce qui me semble le plus évident pour moi. Le chat de Flo, c'est tout simplement le meilleur que j'ai jamais vu à l'écran dans un film d'animation. Et je vous dis ça alors que mon Disney préféré, c'est les Aristochats. Mais on n'est pas sur un chat exactement comme les autres dans le cinéma d'animation, on est sur un chat, normal, presque. C'est un vrai chat, ou du moins ça a été pensé comme un vrai chat. Et c'est là où forcément, moi ça me parle, à titre personnel, j'ai un chat à la maison. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Animedia ou mon compte Flegmatique, vous l'avez sans doute vu, c'est un véritable pot de colle, il me suit partout, quand je suis en train de bosser, quand je suis sur le canapé à rien faire, quand je suis dans ma douche, quand je suis au lit, voilà, il me colle tout le temps. Là d'ailleurs, il a qu'une envie, je pense, c'est de venir ici et de sauter sur le bureau. Malheureusement, il n'y a pas de place. Donc j'ai un chat, j'en ai toujours eu autour de moi depuis que je suis petit, à la maison, chez mes parents, j'en ai toujours eu un, voire plusieurs. Et pour le coup, dans Flow, c'est le comportement de chat le plus réaliste que j'ai jamais vu à absolument tous les niveaux. Que ce soit le regard, les pupilles, les oreilles, la queue, la façon de bouger, de s'étirer, de s'endormir, de jouer, les miaulements, la façon dont il a peur, les mimiques, tout, absolument tout. J'ai eu l'impression d'avoir un vrai chat devant moi au cinéma, de reconnaître le mien dans certaines mimiques, dans certains mouvements. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est une prouesse absolument remarquable. On imagine tout le travail d'animation qui a été fait, les tonnes et les tonnes de vidéos de petits chats mignons à regarder sur internet, mais pas que, pour vraiment détailler le mouvement à ce point-là, ça prouve quand même d'un sens du détail assez aiguisé de la part de l'équipe d'animation, et ce alors qu'il n'était vraiment pas beaucoup, ça aussi j'y reviendrai dans la deuxième partie. C'est la même chose d'ailleurs pour les autres animaux du film. On a plusieurs chiens qui sont tous très différents d'ailleurs les uns des autres, qui ont des comportements également très différents. Un capybara, je ne sais pas si vous connaissez un capybara, si vous voyez ce que c'était. Arrêtez ce que vous faites maintenant et allez googler ça. Regardez-moi cet animal trop mignon, incroyable. Un lémurien qui là aussi a une panelle de mouvements très très différents. C'est un singe qui a tendance à voler tout ce qu'il trouve, à adorer se regarder dans des miroirs, donc encore des comportements très différents. Et ces genres d'oiseaux, de grands volatiles inconnus dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Tous ceux-là, ils ont des comportements entre guillemets réalistes, en tout cas qui sont attendus de la part de véritables animaux. D'ailleurs, l'équipe est allée faire une semaine d'intégration dans un zoo pour essayer de capturer des mouvements, d'essayer de voir de quels animaux ils allaient pouvoir s'inspirer. Et c'est ensuite qu'ils ont choisi ceux qui allaient intégrer le récit. Alors après, il y a une volonté de réalisme, de naturalisme certes. Ça, c'est jusqu'à ce que le scénario décide qu'il doit faire des choses un petit peu plus évoluées, on se doute bien. Le chat, forcément, il va devoir vaincre sa peur de l'eau. C'est dans le titre du film, dans le sous-titre qui a été rajouté après coup. Et donc il se retrouve à nager, à plonger, à rester dans l'eau pendant de longues secondes, voire minutes, à pêcher des poissons par paquet de 12. On se doute bien qu'un véritable chat ne serait pas capable de faire ça à ce moment-là. On l'accepte, il faut accepter ça avec ce film. Mais finalement, on comprend très vite qu'on est dans un univers fantastique. On n'est pas complètement non plus dans notre monde à nous. Donc ça fait partie du contrat qu'on passe avec le film, de ce qu'il faut accepter. Mais pour moi, ça fait partie du travail qui est fait dans l'introduction. En tout cas, de mon côté, j'ai eu absolument aucun problème là-dessus. Mais qui veut dire chat et animaux réalistes veut donc dire animaux qui ne parlent pas. Et forcément, on n'est pas dans les Aristochats, justement, dont je vous parlais plus tôt. Ce qui donne le fait que Flow, alors qu'il y a un film qui dure environ 1h20, c'est un film intégralement muet.
Et ça, c'est pour moi la première grosse prise de risque du film. Pas forcément à l'échelle du réalisateur, hein, puisque lui, il l'avait déjà fait dans son premier film Ailleurs, je l'avais dit, c'était déjà une genre d'errance avec un personnage principal, mais entièrement dénué de dialogue. Alors ça peut rebuter, ça je le comprends. On peut tout à fait avoir peur de s'ennuyer dans un film qui n'a pas de dialogue, voire on peut se dire, s'il n'y a pas de dialogue, c'est un film qui raconte rien. Moi, je vais vous dire tout de suite, n'ayez pas peur de ça. Je vais prendre un ton un petit peu plus professoral, essayer de sortir un peu du cinéma d'animation pour parler de cinéma au sens large. Pour moi, dans la manière dont je vois les choses, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on dit assez régulièrement à propos du cinéma, une technique de narration classique. Un bon film, il montre plus qu'il ne dit. La maxime en anglais, c'est show, don't tell. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu à propos du cinéma. La mise en scène, elle doit presque fonctionner sans dialogue. Et d'ailleurs, c'est vrai pour le cinéma, mais c'est vrai aussi pour la musique, hein. On peut tout à fait avoir des chansons qui véhiculent des émotions sans parole. Voilà, la musique classique, les musiques instrumentales d'une manière générale. En BD, c'est la même chose. On peut tout à fait se passer de dialogue pour véhiculer des émotions, pour raconter une histoire. En jeu vidéo aussi, il y a des exemples qui existent récemment. C'est un petit peu pareil dans toutes les formes d'art. Il faut savoir de temps en temps se dissocier vraiment du parler. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le propre des assez mauvais films. Quand ils vous disent des choses, mais que vous ne voyez jamais à l'écran, que vous ne ressentez jamais à l'écran. Flo fait l'inverse de ça. D'ailleurs, il faut réussir à distinguer les dialogues du scénario. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Pas de dialogue dans un film, ou très très peu, ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de scénario, qu'il n'y a pas d'histoire. C'est encore une critique qu'on entend beaucoup trop. Là, je vais citer un exemple un petit peu massu, un exemple un petit peu évident pour qui connaît le cinéma de ces 10-15 dernières années, on va dire. Je vais balancer la tarte à la crème Mad Max Fury Road, hein, qui est un film que personnellement j'adore, comme ça vous êtes très très clair là-dessus dès le départ. C'est un film où il y a très très peu de dialogue, où même il n'y a pas de scénario à la base du film. C'est une anecdote qui est assez connue. George Miller, le réalisateur, il n'avait pas écrit de scénario à proprement parler. Sa base de travail, c'était ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire une succession de dessins préparatoires faits par lui, hein, qui allaient se retrouver pour la plupart ensuite repris plan par plan à travers le film. Et c'est comme ça qu'il avait construit son histoire sans scénario. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le film ne raconte rien, puisque la narration, elle passe par tout ce qui peut se trouver à l'écran. Ce qu'on appelle la narration environnementale. On peut raconter des choses à travers un décor, à travers des objets, à travers des petits détails disséminés à droite à gauche. C'est quelque chose qui se retrouve aussi pas mal dans le jeu vidéo ces dernières années. Il y a mille et une façons de raconter une histoire. On est habitué à un certain type de narration plutôt qu'à un autre. Flo, il décide d'emprunter une autre voie qui est pas celle habituelle et on la comprend, elle est forcément plus risquée. C'est forcément moins mainstream, c'est forcément moins habituel d'être face à cette méthode de récit-là. Mais parce que c'est une petite production indépendante, parce que son réalisateur a su imposer cette manière de faire, Flo, il se le permet. Mais l'autre raison pour laquelle il n'y a pas de dialogue dans Flo, c'est parce qu'il n'y a que justement des animaux. Il n'y a pas d'humains du tout. Et ça, c'est aussi un risque majeur. On essaye de faire en sorte dans le cinéma d'animation ou d'humaniser des animaux ou de les faire interagir entre eux. Sauf que là, non seulement il n'y a pas d'humains, mais en plus on ne sait pas très bien pourquoi il n'y a pas d'humains. On comprend qu'on est sur un genre d'équivalent de la planète Terre, mais pas tout à fait. Il y a eu une apocalypse, une montée des eaux, la planète qui se meurt, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on voit que les humains ont été chassés par cette nature de plus en plus hostile qui reprend ses droits. On le voit dès le départ, hein, puisque le chat, à la base, on comprend qu'il vit dans une maison qui a l'air d'être un peu isolée au milieu de la forêt. Et dans cette maison, il y a des traces d'activité humaine récentes, hein. Il vit dans la maison d'un sculpteur qui faisait notamment des sculptures de chats qu'on retrouve un petit peu partout autour ou dans la maison. Et puis, le récit avançant, on se retrouve avec ce bateau qui regroupe les animaux qui voyage au milieu de ruines d'une genre de civilisation perdue qui rassemble plusieurs influences. D'ailleurs, chacun peut y aller un petit peu des siennes, hein. On peut y mettre un petit peu ce qu'on veut. Les plus évidentes, sans doute, si on reste dans le cinéma d'animation, c'est certains films de Miyazaki. On pense notamment, en tout cas au niveau de l'architecture, à Nausicaa ou au Château dans le ciel, hein, pour le décor de Laputa, hein, de la cité justement volante. Mais pour moi, l'influence majeure, elle sort justement du cinéma d'animation, même du cinéma au global, et elle va piocher dans le jeu vidéo chez un créateur qui s'appelle Fumito Ueda et qui a créé une série de jeux qui se passent justement dans des univers qui sont plus ou moins similaires à chaque fois, qui sont des cités perdues en ruines,
qui appartiennent à une civilisation plus ou moins éteinte. Tout ça est encore volontairement très très flou. Et il a contribué à créer 3 piliers dans le jeu vidéo que sont Ico, Shadow of the Colossus et surtout The Last Guardian, qui est pour moi l'influence majeure de Flo. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup que Gins Zilbalodis n'ait pas joué, ou en tout cas n'ait pas vu des dessins autour de The Last Guardian, puisque en plus de l'architecture, il y a clairement ces oiseaux fantastiques qui me font penser à Trico, qui est l'animal principal de The Last Guardian, qui est un mélange, une espèce de chimère entre plusieurs animaux, mais qui est surtout truffé de plumes. Les oiseaux me font clairement penser à ça, puisqu'en plus, on comprend assez rapidement également qu'ils sont un peu plus intelligents que les autres animaux. C'est lui notamment qui va faire naviguer le bateau et qui va être responsable des avancées principales dans le récit. Sans trop spoiler, puisque le film vient de sortir, je vais rester évasif. Là encore, on a un petit doute, mais pas de réponse précise. On comprend qu'ils viennent peut-être d'un ailleurs. Ce qui m'offre une transition sublime, ma foi, vers mon 3e point. Ce 3e risque majeur que prend Flo, à mon avis, c'est le fait qu'il donne vraiment très peu d'indications sur son univers et donc encore moins de réponses. C'est vraiment un film qui est pensé comme une fable, une espèce de voyage initiatique onirique. D'ailleurs, on retrouve le voyage du héros dans le côté cyclique du parcours du chat et de ses compagnons, mais ne vous attendez pas à trouver des réponses claires sur les origines ou de ces oiseaux ou de la disparition des humains ou de quelle civilisation a pu laisser ces traces-là. On peut se laisser aller à un certain nombre d'interprétation, chercher de la symbolique à droite à gauche. Moi, je vais vous avouer, très honnêtement, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je retire, de ce que je retiens, mon interprétation sur le film, mais j'ai même pas forcément envie d'en avoir une. Je préfère me laisser porter par tout ça, et quitte à sortir une expression complètement galvaudée, j'assume. Flo, c'est la personnification de cette expression qui dit « ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage et les amis que l'on se fait le long du chemin ». C'est exactement ça à 1000%. Et ce sera l'objet de mon dernier point. Quel voyage, quelle vue, quelle mise en scène complètement folle. C'est justement le dernier risque qu'a pris Zilbalodis au niveau de son film, c'est cette mise en scène. On est sur une succession globalement de plusieurs longs plans séquences, ce qui va justement de pair, je trouve, avec le titre du film. La caméra, justement, elle coule, elle flotte, elle virevolte, elle revient, elle se balade. Il y a assez peu de coupes. Je reviendrai en deuxième partie sur le nombre de plans, sur la partie technique. Mais cette caméra, elle se balade assez librement, elle flotte. On a une sensation mi-caméra à l'épaule, mi-documentaire. On va à la fois se rapprocher très très près des personnages, puis d'un coup, on va s'élever, prendre des grands angles pour nous faire prendre conscience de la démesure, du gigantisme de ces environnements. Et ça, justement, ça va de pair avec ce qu'on se prend dans les yeux et encore plus au cinéma. Il y a un vrai gigantisme, il y a des jeux d'échelle à tous les niveaux dans ce film. Il y a un souffle, vraiment une ampleur au niveau de l'aventure. On est dans un pur récit d'aventure, une fable initiatique, je l'ai dit. Et ça vient très très tôt dans le film. Cette image que je voyais passer encore et encore, elle arrivait assez tôt dans le film. Le chat rentre chez lui, passe à travers ce jardin rempli de statues de chats, et alors que le soleil décline et qu'il commence à disparaître derrière la montagne, on a cette contre-plongée avec cette statue de chat absolument gigantesque qu'on voit qui surplombe notre personnage principal, et cette statue qu'on va retrouver plus tard qui va être le point de départ de l'aventure. Après, qui dit risque dit à double tranchant, forcément. Cette mise en scène, cette succession de plans séquences où on est plus ou moins en temps réel au niveau de l'aventure, elle peut être à double tranchant pour vous. Vous pouvez justement vous laisser porter. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut se laisser porter, il faut accepter ce rythme, ne pas vouloir aller à contre-courant. Voilà, comme ça, j'ai bien filé ma métaphore de la rivière. Il y a des moments un petit peu plus lents dans le film, certes, mais c'est justement pour ménager un rythme. Vous savez, voilà, une rivière. Il y a des moments plus intenses, il y a des rapides, et puis il y a des moments où on peut se laisser porter, où c'est tranquille. Flo, c'est justement exactement ça. Encore une fois, tout est raccord pour moi. Il y a très peu de coupes, et je trouve que c'est assez reposant, justement, d'avoir ce film qui ose faire toutes ces choses. Et je leur dis, qui réussit globalement tout ce qu'il entreprend. Et ce rythme, cette absence complète de dialogue, ça donne beaucoup plus de place à la musique que ce à quoi on est habitué dans les productions récentes. Je pense que c'est vraiment pour ça que le film a obtenu le prix de la musique à Annecy, c'est parce que c'est elle qui va remplir pas mal d'espace. Les animaux, ils s'expriment avec leur langage à eux, des miaulements, des aboiements, etc. Mais c'est vraiment la musique qui remplit ce vide.
Et elle arrive justement à alterner entre moments beaucoup plus poétiques, moments beaucoup plus épiques. Elle suit vraiment le parcours du récit. C'est elle aussi un personnage, un élément à part entière dans la narration du film. Donc globalement, si je devais résumer cette partie critique, si je devais résumer mon avis sur Flow, c'est un film qui fait travailler notre imagination, notre imaginaire, plus ou moins peuplé de références. Et ça, j'adore ça. J'adore ça au cinéma quand le film me fait confiance, qui me prend pas par la main, qui me balance tout de suite dans son récit, qui me distille les clés au compte-gouttes, voire pas du tout, qui me laisse un peu dans le flou volontairement et qui me laisse faire ce que j'ai envie de tout ça. On dit que au cinéma, comme pour n'importe quelle œuvre culturelle d'ailleurs, une fois qu'elle est sortie, une fois qu'elle est offerte au monde, eh bien, elle appartient plus à son créateur, elle appartient à ses spectateurs. Il faut se l'approprier, il faut réussir à en faire quelque chose. Et Flow, c'est ça, c'est la confiance qui est laissée au spectateur. Et ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Attaquons maintenant la deuxième partie où on va essayer de mettre un petit peu plus de contexte autour de ça et notamment de revenir sur ce choix du muet. Pour Gins Zilbalodis, le choix était assez évident, hein, je vous l'ai dit, son premier film Ailleurs était un film 100% muet, un film qu'il avait fait tout seul de A à Z, hein, imaginez-vous. Et c'est justement ce qu'il dit dans une interview donnée à Variety, hein, je cite « Tous les films que j'ai faits étaient sans dialogue, je pense que c'est ma force, raconter des histoires à travers les images plutôt que les mots. » Le silence me permet de davantage m'exprimer avec d'autres outils de mise en scène et j'ai par exemple pu me concentrer sur la caméra. Et c'est là justement où on va rentrer dans la partie un petit peu plus technique, un petit peu plus making of on va dire de Flow. Cette caméra, c'était une caméra 3D donc qu'il faisait se balader dans l'environnement qu'il avait créé via le logiciel donc Blender, un logiciel libre de création, d'animation, de rendu 3D. Comment ça fonctionne grossièrement? Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas la partie que je maîtrise le mieux et je vais me baser sur une conférence qui a été donnée par Léo Silly-Pellissier qui était directeur de l'animation chez Sacrebleu Productions et il explique pendant une petite demi-heure comment les équipes ont collaboré et il donne des exemples concrets à base de vidéos. Je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse, ça m'a permis personnellement de beaucoup mieux me figurer le travail que les équipes ont pu faire. Alors, en clair, ou du moins je vais essayer de l'être le plus possible, la méthode de travail de Zilbalodis, elle est assez atypique. Je ne sais pas si c'est unique dans le milieu, mais en tout cas, elle ne ressemble pas à beaucoup d'autres. Lui, ce qu'il fait, il crée un grand environnement en 3D. Imaginez un niveau de jeu vidéo, par exemple. Il crée cet environnement-là. Il crée aussi les premiers designs des personnages, qu'il anime plus ou moins, en tout cas de façon très très grossière. Et ensuite, il crée les mouvements de caméra, hein, comme s'il se baladait lui-même avec sa caméra à l'épaule, et il fait se déplacer sa caméra pour créer sa mise en scène. Et d'ailleurs, les prototypes qu'on voit dans cette conférence sont très très proches du rendu final en termes justement de mise en scène, de mouvements de caméra. Donc l'équipe d'animation, elle, à partir de ça, elle va ensuite créer justement les animations des personnages, mouvement par mouvement, pour rendre ça le plus crédible possible, hein, puisque là, on était clairement dans une approche réaliste, voire naturaliste. Ils étaient une vingtaine d'animateurs en tout, répartis en 3 pôles entre Paris, Marseille, la Belgique. Et si vous vous posez la question, non, 20 animateurs pour ce genre de travail, c'est vraiment pas beaucoup. Pour enchaîner avec un petit peu de chiffres, hein, le film compte 307 plans, ce qui est là encore très très peu, hein, c'est 4 voire 5 fois moins qu'un film entre guillemets classique de cette durée. Ça s'explique par le fait de ces nombreux plans séquences justement, hein. Le plan moyen dure 16 secondes, ce qui est beaucoup, hein. Si vous prenez un film d'action lambda, un film de Michael Bay au hasard ou un Taken, vous avez parfois plusieurs plans limite par seconde tellement ça va vite. Et bien là le choix a été fait inverse. D'ailleurs le plan le plus long dure jusqu'à 4 minutes 30.
Et ils avaient une méthode particulière pour travailler sur ces nombreux plans séquences. Au choix, on avait un animateur qui se chargeait d'un animal spécifique durant cette séquence. Donc lui, il va s'occuper uniquement du chat, lui il va s'occuper uniquement du chien, etc. Ou alors, le plan séquence était découpé en plusieurs blocs, entre 2, 3, 4 blocs, et un animateur travaillait sur un bloc en particulier. Et ensuite, plusieurs blocs étaient réunis pour créer la séquence finale. À l'arrivée, et c'est toujours le cas en animation, on vous parle de la patience infinie qu'il faut pour faire ce métier. Chaque animateur par jour créait en moyenne 2 secondes d'animation. Pour élargir un petit peu et pour clore en même temps cette partie, je vais revenir sur une phrase qu'a dit Gins Zilbaloudis dans cette interview chez Variety, qui rentre en paradoxe complet avec ce que moi j'ai ressenti pendant le film, mais c'est intéressant justement de se confronter entre son ressenti et la vision de l'auteur. Lui, il dit « Je ne suis pas intéressé tant que ça par la construction de l'univers, ce qu'on appelle le world building, je me concentre toujours avant tout sur les personnages. » Je vous avais dit que justement, moi j'avais été époustouflé par tout le travail qui avait été fait au niveau de l'architecture, au niveau de la création justement de cet univers, de ce monde disparu, à moitié englouti, alors que finalement c'est presque de la poudre aux yeux, c'est presque sur ça qu'on va pouvoir baser les théories les plus folles, les plus farfelues. Lui, ce qui l'intéresse, à l'inverse, c'est vraiment ces personnages et comment ils interagissent les uns avec les autres. On voit, en l'occurrence là on l'a dit, ils ne se parlent pas, hein, ils sont obligés de cohabiter entre différentes espèces, mais malgré ça, ils ont chacun leur rôle et leur personnalité, surtout c'est hyper important, à l'intérieur du bateau. Et lui, pour finir, il s'est justement identifié au chat du film, pas parce que c'est le personnage principal, mais c'est parce qu'il avait commencé par faire un premier long métrage tout seul, et comme le chat de Flo, il doit apprendre maintenant à cohabiter, à travailler avec d'autres, à travailler en équipe, à joindre ses forces à celles d'un collectif pour pouvoir affronter les obstacles les uns après les autres. Et ça, est-ce que c'était une démarche consciente? Est-ce qu'il s'en est rendu compte dès l'écriture, pendant la conception du film? C'est la beauté de la création artistique, hein, où l'on met des choses de soi parfois sans forcément s'en rendre compte. Nous voici à l'heure de poser la question qui se pose dans chaque épisode d'Animedia, mais c'est pour qui Flo? Alors d'instinct, moi je le déconseillerais aux plus petits, c'est-à-dire avant 8-9 ans. Et je dirais pas tant pour l'absence de dialogue, je pense que c'est justement les plus jeunes qui peuvent s'accommoder très bien de ça, hein. On se souvient tous avoir vu des dessins animés, des cartoons, Tex Avery ou autres, où il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour qu'on soit intéressé par ce qui se passe, pour qu'on rie, pour qu'on ressente des émotions. C'est pas tant ça qui me dérangerait dans l'idée de le montrer à des plus jeunes, mais le fait qu'il y a des passages qui font un petit peu peur, entre guillemets, et surtout qui sont pas évidents, je trouve, où le chat il se retrouve en situation de difficulté assez vite. Il pousse forcément des cris, des miaulements, on sent qu'il a peur, qu'il a pas envie, qu'il sait pas ce qui va lui arriver. Plusieurs fois, il est quand même pas mal ballotté, il y a forcément le passage avec une tempête, enfin il y a des moments un petit peu plus durs. Je préserverais les plus jeunes de ça, mais par contre, effectivement, à partir de 8-9 ans, je pense que sans problème, hein, c'est vraiment quelque chose qui se suit très très bien. On parle sans cesse aujourd'hui du fait que les enfants ont un trouble de l'attention exacerbé par les écrans, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer très longtemps sur quelque chose. C'est sans doute un peu vrai, je vais pas me lancer dans une analyse sociologique, mais je pense qu'il faut aussi leur faire confiance et qu'ils sont aussi la cible de ça, hein, vraiment de ce film-là. Il y avait énormément d'enfants à la séance où je suis allé, hein, il y avait beaucoup de parents qui avaient amené leurs enfants. Forcément, j'entendais beaucoup de questions. Les parents, évidemment, n'avaient pas les réponses. Le film ne donne pas forcément de réponses, mais je pense que c'est quelque chose qui peut marquer par la manière de raconter cette histoire. À l'autre bout du spectre, je conseillerais Flo à un public justement plus adulte, plus exigeant, pour justement les prises de risques dont j'ai parlé plus tôt et pour les références qui vont parler à des gens qui ont un peu plus l'habitude du fantastique, de la fantaisie notamment, qui vont pouvoir essayer de combler les trous de la narration, d'essayer de faire travailler leur imagination et aussi pour voir une autre proposition de cinéma tout simplement, hein. J'en avais pas parlé jusque-là, mais ça me revient. On a l'exemple opposé de ce traitement des animaux, des dialogues dans un film que j'ai pourtant beaucoup apprécié, hein, qui est Le Robot Sauvage. Au départ du film, les animaux sont eux aussi muets, hein, ils se comportent comme des animaux puisque le robot ne les comprend pas. Et puis quand même assez rapidement, le robot va trouver une parade, il va se poser et télécharger les langages des animaux pour pouvoir parler avec tout le monde. Et là on se retrouve dans un film d'animation pour enfants, surtout du côté de DreamWorks, beaucoup plus classique, où les animaux sont très vite humanisés et chacun parle, que ce soit une loutre, un canard, un renard, etc. Tout le monde arrive très bien à cohabiter ensemble. Et enfin, cette
très simple, hein. Flow, je le conseille à tous les amoureux des chats, comme moi. Voilà, c'est une évidence, mais ça fonctionne. Quand on aime les chats, quand on en a un, quand on a vécu avec un pendant suffisamment longtemps, ça touche. Voilà, forcément, on est plus réceptif à ce qui se passe. C'est un peu l'effet Stray, voilà, pour citer un autre jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années, qui met en scène un petit chat qui se comporte comme un petit chat, à savoir qu'il ne peut pas parler, à la différence près qu'il arrive quand même à interagir avec des robots qui, eux, sont dotés de paroles, mais qui est justement lui aussi perdu. Le début du film, je trouve, est assez similaire d'ailleurs quand il est dans cette partie un peu boisée. Je pense que Zilbalodi s'est inspiré un petit peu de tout ça malgré tout, qu'il a encore une fois mélangé ses diverses influences, et c'est ce qui le rend voilà, d'autant plus conseillable à des adultes. On en arrive à la note que je vais décerner à Flo, et là j'imagine que vous l'avez compris, ça va aller très très haut puisque je vais monter là encore, comme pour le robot sauvage, oui, à 4,5 sur 5. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, vous l'avez compris, moi j'aime la prise de risque, j'aime quand des films font des choses un petit peu différentes, voire très différentes, qui osent renouveler un petit peu le langage cinématographique qui est un peu trop formaté dernièrement, même dans le cinéma d'animation, malgré le fait que je loue sa pluralité, sa diversité. C'est assez facile quand on s'adresse à un public un peu plus jeune de tomber dans une forme de routine, de facilité, surtout de la part des gros studios. Eh bien là, on est chez un créateur, chez un auteur indépendant qui va aller chercher autre chose, qui va clairement développer sa patte. On verra jusqu'où il arrive à mener ce type de récit, s'il va continuer comme ça tout au long de sa carrière, mais c'est à saluer et c'est à soutenir surtout. Pour le replacer dans la grande liste, dans le grand classement du cinéma d'animation sur la liste Letterboxd XD d'Animedia, eh bien pour vous donner un petit ordre d'idée, ça le place derrière Le Roi et l'Oiseau, une référence assez ultime pour moi, si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez là encore sur les réseaux. Pourquoi Le Roi et l'Oiseau? Parce que en plus d'avoir un oiseau, il y a aussi un petit chien noir. C'est pas un chat, c'est un chien, mais ça marche quand même. 4,5 sur 5, ça place Flo au même niveau que Le Chapeauté 2 et Les Aristochats dont j'ai déjà parlé. C'est vous dire quand même à quel point j'estime ce film. Et ça le place devant Le Chat du Rabbin. Vous avez compris la thématique, je crois. D'ailleurs, Le Chat du Rabbin qui est disponible gratuitement en ce moment sur France.tv en streaming. Donc allez-y, jetez-vous dessus, n'hésitez pas. Il y a des films avec des chats partout. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode 10 d'Animedia. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie surtout d'aller voir Flo. On a un peu trop de plantade là au niveau des films d'animation, que j'aime bien en plus, donc allez les soutenir en salle, allez au moins titiller votre curiosité, allez voir ce que ça donne et vous faire votre propre avis. Vous retrouvez bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Deezer. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à laisser un petit commentaire, le maximum d'étoiles, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez discuter, si vous voulez bien poursuivre la découverte du cinéma d'animation, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Blue Sky, qui sont les deux réseaux où je poste le plus fréquemment. Ça se passe sur Animedia Podcast à chaque fois. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant le prochain épisode qui devrait arriver lui aussi très prochainement, portez-vous bien et ciao!